Bonjour à toutes et à tous et très bonne année, une bonne santé pour vous bien sûr, mais également une année de liberté et de convivialité. Je crois que nous en avons tous besoin. Je me présente, je suis Marion Ivaldi, rédactrice en chef de Vitisphère. Nous sommes ensemble aujourd'hui pendant 1 heure pour le 2e épisode des webinaires techniques de Vitisphère réalisés en collaboration avec l'IFV. Le thème, les cultures associées de la vigne. Nous avons choisi ce thème car de plus en plus de viticulteurs choisissent de cultiver l'interrang et peu à peu, les engrais verts sont devenus une vraie question agronomique dans les systèmes viticoles. Quelle espèce choisir? Quand semer? Quand détruire? L'apport de matière organique est-il suffisant? Et l'apport d'azote? C'est une véritable culture qui s'immisce entre les plants de vigne et qui pose un certain nombre de questions que nous allons explorer tout au long de ce webinaire. Mais avant de commencer, nous allons prendre 3 minutes pour faire les traditionnelles présentations. Vous pouvez nous dire qui vous êtes, où vous travaillez, ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire. Pour cela, utilisez la console à droite de l'écran en utilisant le bouton « Outils questions ». Sachez que pour ceux qui ont des difficultés, Marion est là pour vous aider. Alors, n'hésitez pas à lui faire part de vos difficultés. Elle vous aidera par écrit à avoir le son et l'image. Alors, qui est là aujourd'hui? Ah, je vois que vous êtes extrêmement timide aujourd'hui. Personne ne se présente. Allez, on va dans la partie questions et on se présente. Ah, il y a Laurent Pfeffer qui est viticulteur en Roumanie. Bonjour Laurent. Bonjour Amélie qui, elle, vient d'Uruguay. Eh bien, nous avons une audience internationale aujourd'hui. Qui est là d'autre? Nous avons Florence Guillem, une consoeur du Paysan du Midi. Bienvenue Florence. Bonjour Emmanuel. Vous ne dites pas vraiment qui vous êtes. Yann Lucas, vigneron en Côte de Provence. Marc Gély, consultant en irrigation. Nous avons également Céline Chollet, qui est enseignant-chercheur à l'ISVV de Bordeaux. Léa Manceau, qui est responsable agro-innovation à Euralis. Paul Tutiriana d'Angleterre. Eh bien, décidément, il y a vraiment la terre entière. La Suisse est également parmi nous avec Estelle Pouvreau, qui est conseillère viticole. Bien, je crois que nous avons pris assez de temps pour que les retardataires nous rejoignent et je vais tout de suite passer au mode de fonctionnement de ce webinaire avec d'abord la présentation de nos intervenants, Laure Gontier et Jean-Yves Cayrurel de l'IFV, ainsi que François Dargelos, qui est viticulteur dans le Gers. Bonjour à tous les trois. François Dargelos, vous nous faites le plaisir d'être aujourd'hui parmi nous. Vous êtes également formateur au CFPPA du Gers et, chers auditeurs, vous pouvez voir la classe de BTS Vitiono adulte derrière lui. Bonjour à toute la classe. Après leur présentation, vous pourrez poser vos questions à nos 3 intervenants. Pour cela, vous pouvez le faire soit par écrit, soit par oral, grâce aux 2 outils dédiés sur la console qui se situe à droite de votre écran. Pour les questions écrites, ouvrez la console à droite de l'écran en cliquant sur la flèche, tapez votre question, indiquez éventuellement à qui elle s'adresse et envoyez. Je me chargerai de les poser, éventuellement de regrouper les questions qui portent sur le même sujet. Pour les questions orales, cliquez sur la main. Quand le voyant devient vert, la parole est à vous. Si vous cliquez par erreur sur la main, s'il vous plaît, recliquez sur le bouton afin de désactiver la demande. Bien, j'espère que tout est clair pour vous et sans plus attendre, je cède la parole à Laure Gontier qui va nous faire un point sur les services agronomiques des engrais verts. Laure, c'est à vous. Merci. Mais bonjour à tous. C'est moi qui ai l'honneur de démarrer ce webinaire sur les cultures associées. Donc, les cultures associées, c'est un terme qui regroupe une grande diversité de pratiques qui recouvre toutes les pratiques d'enherbement, qu'elles soient dans l'interrang, sous le rang. On peut même inclure dans les cultures associées la pratique de l'agroforesterie. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire un focus sur une pratique d'enherbement un peu particulière, qui est la mise en œuvre de couverts végétaux à vocation d'engrais verts.
Donc les engrais verts, ce sont des enherbements un peu particuliers. Ils sont temporaires et semés et ils ont vraiment pour objectif d'être restitués au sol afin d'améliorer sa fertilité. Les pratiques d'enherbement ou de couverts végétaux sont reconnues pour fournir en fait de multiples services agro-environnementaux à la parcelle de vigne. J'en ai listé l'essentiel sur cette diapositive. Et les engrais verts vont être mis en œuvre pour cibler plus particulièrement certains de ces services que j'ai mis en gras ou en rouge. Donc on va retrouver avec cette pratique-là l'objectif d'amélioration des propriétés physiques du sol, donc de sa structure, l'amélioration de la fertilité chimique du sol, la conservation de la biodiversité du sol, et les engrais verts sont une source de matière organique pour le sol, donc on va pouvoir aller vers le stockage de carbone et l'augmentation du taux de matière organique. Donc si j'ai mis en rouge deux services principaux sur cette diapositive, c'est parce que cette présentation va s'appuyer sur des résultats expérimentaux de l'IFV et que Jean-Yves Cahurel et moi-même avons plus particulièrement travaillé ces deux points, donc les aspects fertilité chimique du sol et stockage du carbone. Vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent, et notamment ceux qui sont viticulteurs, les pratiques d'enherbement ou la mise en œuvre de couverts végétaux présentent un frein essentiel qui est la compétition exercée par le couvert végétal vis-à-vis de la vigne en termes de concurrence pour les ressources hydriques et minérales. Les engrais verts, de par leur format particulier, ce sont des enherbements temporaires, vont permettre aussi d'être une alternative à ce frein, puisqu'on va pouvoir piloter leur mise en œuvre dans le temps et via le choix des espèces, et ainsi piloter cette concurrence exercée vis-à-vis de la vie. Alors pourquoi faire un focus sur les engrais verts parmi toutes les cultures associées qu'on peut imaginer avec la vigne? En fait, il faut savoir que sur ces 10-15 dernières années, il y a eu une grande évolution des attentes vis-à-vis des cultures associées. Alors qu'autrefois, on mettait en œuvre un enherbement essentiellement pour des aspects de réduction des herbicides, de couverture et de protection du sol, et parfois aussi pour la maîtrise du rendement. Aujourd'hui, ces objectifs-là, en fait, notamment les objectifs environnementaux, sont toujours présents, mais d'autres se sont rajoutés, et notamment la préservation et l'amélioration de la fertilité des sols. Et en fait, on est aussi en recherche plus que d'une maîtrise du rendement. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'optimisation et la sécurisation du rendement. Donc, on va vers une complexification des systèmes, des itinéraires d'entretien du sol. Et on voit que les engrais verts sont découverts qui sont des bons outils pour rendre une multitude de services à la vigne. Cependant, ils sont complexes, ils peuvent être complexes à mettre en œuvre, demandent de la technicité, posent beaucoup de questions. C'est pourquoi en fait nous avons mis en œuvre des essais sur cette pratique-là depuis une dizaine d'années, et je vais vous présenter certains des résultats que nous avons obtenus. Alors, comme je vous disais, la mise en œuvre des cultures associées demande une stratégie qui peut être complexe en fait. Pour pouvoir bénéficier de tous les objectifs ou services qu'on attend de ces cultures associées, il faut les piloter de manière à obtenir les services visés sans avoir d'effet préjudiciable sur la culture de la vigne. Et ce pilotage, en fait, il doit être mis en œuvre dans le cadre de l'objectif de production et de la contrainte pédoclimatique qui est propre à chaque parcelle. Donc, on peut trouver une grande variabilité des modes de pilotage des couverts végétaux à l'échelle entre les exploitations, même à l'échelle d'une même exploitation. Alors, pour piloter les couverts végétaux, et notamment les couverts végétaux à vocation d'engrais vert, on a plusieurs leviers d'action qui peuvent être mis en œuvre à l'échelle pluriannuelle ou à l'échelle annuelle. Déjà, à l'échelle pluriannuelle, comme on peut le voir sur l'illustration que j'ai mise sur cette diapositive, on peut combiner dans l'espace et dans le temps plusieurs types de pratiques d'entretien du sol et même plusieurs types de pratiques d'enherbement. On voit là l'exemple d'une parcelle où on a la mise en œuvre d'un engrais vert un interrant sur deux et d'un enherbement permanent un interrant sur deux, et le rang est désherbé chimiquement. On va avoir l'enherbement, le couvert permanent qui va plutôt être là pour assurer la portance et la couverture du sol, alors que le couvert temporaire, l'engrais vert, va être là pour des aspects plus fertilité chimique et biologique du sol. À l'échelle annuelle, en fait, pour piloter
ces couverts. Donc, quels sont les leviers d'action qu'on peut avoir, que je vais vous lister là et que je vous détaillerai un peu plus dans le suite de la présentation. C'est tout d'abord le choix des espèces, en fait. Donc, c'est un gros levier pour, orienter en fait les objectifs que peuvent apporter un couvert. Ensuite, comme on le voit aussi sur la photo, il va y avoir la répartition spatiale qui va être importante. On peut mettre en place un engrais vert, un interrant sur deux, tous les interrants. Et en fait, quand on les met en œuvre sur une partie des interrants, il y a aussi le choix de la largeur d'enherbement qui peut être assez stratégique. Ensuite, il va y avoir le calendrier d'installation. Un couvert, un enherbement en général, on peut le mettre de manière permanente ou temporaire. Un engrais vert, on va le mettre en place de manière temporaire, mais on va pouvoir faire des ajustements en termes de date de semis et de date de destruction. Et ensuite, il y a l'entretien de ce couvert qui est important, et notamment pour les engrais verts, comme ce sont des couverts temporaires, le mode de destruction va aussi être un critère de choix qui pourra jouer sur l'impact de ce couvert sur la parcelle. Alors, très classiquement, en fait, et de manière générale, les engrais verts, ils sont généralement semés à l'automne, quelquefois en fin d'été. Donc, la plage de semis, elle peut aller de fin août jusqu'à, pour des zones dans le sud de la France, si on est sur des semis vraiment tardifs, on peut aller jusqu'à fin octobre, voire début novembre, mais c'est pas forcément ce qui est le préconisé. Et la destruction, en fait, elle a lieu au printemps suivant, donc entre mars et mai généralement. Donc là, tout l'enjeu, ça va être de choisir des espèces qui seront susceptibles de produire une biomasse relativement importante dans un pas de temps qui reste court, de l'ordre de 8-9 mois, pour que l'engrais vert puisse réellement jouer son rôle. Alors, comme je l'ai précisé précédemment, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, donc les engrais verts, ce sont réellement des cultures à part entière qu'il va falloir piloter de leur semis à leur destruction. Et là, quand on est viticulteur, on peut être quelquefois un peu dérouté parce que ça peut demander une certaine technicité, le semis de culture annuelle qui n'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise. Donc, je vais essayer de vous donner quelques clés. Euh, L'objectif là, je ne peux pas faire l'itinéraire type à la parcelle, puisqu'en fait, cet itinéraire type, il va dépendre des caractéristiques de la parcelle et des objectifs qu'on veut donner à l'engrais vert, mais je peux vous donner déjà quelques clés de réflexion. Donc, la première étape, ça va être le semis. Et la première question qu'on se pose en général, c'est quelles espèces je vais semer. Donc, en général, on ne va pas semer une seule espèce, mais plutôt un mélange d'espèces. On va voir ça un peu plus dans le détail sur la diapositive suivante. Mais une chose importante, c'est qu'il faut toujours raisonner le choix des espèces. Le premier critère, c'est vraiment l'objectif qu'on veut donner au couvert. Si l'objectif, c'est d'apporter de l'azote via le couvert pour réduire un peu sa fertilisation minérale, par exemple, on va plutôt s'orienter vers l'introduction des légumineuses dans le couvert. Si l'objectif, c'est d'apporter beaucoup de carbone à la parcelle, on ira plutôt vers des espèces de type graminées ou crucifères. Si on veut un couvert qui permette de réguler les adventices, on va choisir plutôt des espèces qui seront étouffantes. Donc, on voit vraiment que le type de service ou d'objectif qu'on va donner au couvert, c'est ça qui va driver le choix des espèces. En fait, une fois qu'on a un peu, qu'on sait pourquoi on veut mettre en place ce couvert et qu'on a déjà une idée, on va dire, des familles de plantes, des types de plantes qu'on va mettre dans ce couvert, le choix plus fin des espèces, il va se faire en prenant en compte d'autres critères. Un des critères, c'est la date de semis qui est envisageable. On sait que le semis se fait à l'automne, une période où il va rentrer en concurrence avec les vendanges, qui sont un poste de travail important en viticulture. Et là, il y a différentes techniques de semis qui vont nous autoriser des plages de semis différentes. Avec un semis traditionnel après préparation du sol, souvent, on va être contraint d'attendre la fin des vendanges pour travailler le sol et semer. Donc, on va être sur des semis plutôt tardifs qui vont restreindre le choix des espèces qu'on pourra semer. De plus en plus aujourd'hui, on voit se développer des semoirs de semis direct qui sont adaptés à la viticulture, ce qui autorise la pratique du semis direct en viticulture. Et là, le semis direct fait qu'on n'est pas obligé de retravailler le sol juste avant le semis et ça va nous permettre de semer plus tôt
puisque on pourra semer avant, voire pendant les vendanges, dans certaines régions où les vendanges sont très étalées. Et cette plage de semis plus précoce qui est autorisée par le semis direct autorisera un plus large choix d'espèces. Voilà. Et enfin, le pédoclimat à l'échelle, c'est-à-dire le type de sol et de climat vraiment, on va dire à l'échelle vraiment de la parcelle, va orienter plus finement le choix des espèces qu'on pourra mettre ou non, si on est sur des sols plutôt argileux, plutôt limoneux. Là, c'est vraiment le choix à la parcelle qui se fera. Alors l'autre opération d'importance, c'est la destruction du couvert. Et là, ce qui est stratégique, en fait, c'est de définir la date de destruction du couvert. C'est souvent la question qu'on se pose, à quelle date je le détruis. Donc le principal critère, en fait, c'est que on a mis en œuvre du temps et de l'argent pour semer un couvert. Donc là, il faut le laisser se développer suffisamment longtemps pour avoir le plus de biomasse possible, tout en limitant les potentiels effets négatifs que peut avoir ce couvert, c'est-à-dire une concurrence hydroazotée si on le laisse trop tard en saison, une augmentation du risque de gel. Ça, c'est le premier, on va dire le premier critère. Et ensuite, en fonction toujours de l'objectif qu'on donne à ce couvert, on va piloter la date de destruction. Si on veut apporter de l'azote via ce couvert, on va essayer de faire coïncider la période de forte minéralisation des résidus du couvert avec les besoins de la vigne. Et là, on n'a pas besoin d'aller vers une date de destruction trop tardive. Dans le sud-ouest, par exemple, mi-avril, ça suffit. Si l'objectif, c'est d'apporter du carbone, on va pouvoir peut-être laisser le couvert se développer un peu plus longtemps. Et enfin, le choix de la technique de destruction du couvert. Donc le couvert, pour le détruire, on peut le rouler, on peut le broyer et on peut l'enfouir ou ne pas l'enfouir. Là, ça va dépendre en fait des espèces qu'on a semées, qui seront plus ou moins sensibles au roulage. Et ça va aussi dépendre en fait de la stratégie globale d'entretien du sol qu'on a, parce qu'il faut savoir que les engrais verts étant des couverts temporaires, une fois qu'on les a détruits, il faut quand même gérer la repousse des adventices derrière. Donc le fait par exemple de les enfouir peut permettre de faciliter cette gestion des adventices. Le fait de les rouler et de laisser un mulch derrière peut être recherché si on veut que se ressème naturellement un enherbement naturel. Donc là, vraiment, la réflexion, elle est à avoir à l'échelle pluriannuelle, en fait, en fonction de la stratégie d'entretien du sol qu'on envisage à l'échelle de la parcelle. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail des espèces utilisables. Donc, les plantes utilisables pour les engrais verts, elles sont assez nombreuses. On a à peu près une trentaine d'espèces utilisables qui appartiennent à différentes familles de plantes graminées, crucifères, légumineuses, hydrophyllacées. Donc là, c'est typiquement la facélie, par exemple. Et la pratique des mélanges démultiplie les possibilités. Ça peut être une source de confusion pour le choix. Il faut savoir qu'en viticulture, je l'ai déjà dit, le choix il peut être restreint en fonction de la date de semis qui est imposée par à la fois la combinaison organisation du travail et équipement. Au niveau des critères de choix, en fait, la première chose qu'on va faire lorsqu'on va semer un engrais vert, ça va pas être de décider exactement quelle espèce on va mettre dedans, mais plutôt de réfléchir au type de plante et notamment à quelle famille de plantes on va faire appel et dans quel ratio. On a 3 principales familles de plantes en fait, les légumineuses, les crucifères et les graminées. Si vous voulez, là je vais vous donner quelques tips pour choisir. Les légumineuses, ce qu'il faut savoir, c'est que leur propriété la plus importante, c'est qu'elles ont une capacité de fixation symbiotique de l'azote de l'air, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'utiliser l'azote gazeux de l'air grâce à une symbiose qu'elles établissent avec des bactéries du sol. Donc ça donne deux propriétés importantes, deux caractéristiques importantes des légumineuses. C'est que d'une part, quand je mets des légumineuses dans mon mélange, elles vont enrichir le sol. Une fois que je les aurai détruites et restituées au sol, elles vont enrichir le sol en azote, car elles ont capté de l'azote de l'air. Et la deuxième propriété qu'elles ont, c'est que ce n'est pas les espèces qui vont être les plus intéressantes vis-à-vis de la structure du sol, parce que de fait, elles ont un système racinaire qui est plus superficiel, vu qu'elles sont moins dépendantes de ce système racinaire pour se nourrir. Voilà. Par ailleurs, les légumineuses sont plutôt moins vigoureuses que les crucifères et les graminées. Donc à retenir, elles sont vraiment plutôt intéressantes
pour leur aspect amélioration de la fertilité chimique du sol et notamment vis-à-vis de l'azote. Les crucifères et les graminées, elles vont être intéressantes sur deux aspects. D'une part, elles vont être plus vigoureuses et avoir une meilleure productivité, donc améliorer la biomasse et la productivité globale du couvert. Et en fait, elles sont intéressantes vis-à-vis de la structure du sol à deux niveaux. Donc les crucifères avec leur système racinaire pivotant vont être intéressantes plutôt pour un aspect restructuration du sol, alors que les graminées, avec un système racinaire plutôt fasciculé, vont être intéressantes pour limiter la reprise en masse. Donc vous voyez que toutes ces familles de plantes, elles sont complémentaires et que quand on va mettre en place un engrais vert, on va plutôt aller vers une association d'espèces issues de ces différentes familles de plantes. Au vu des expériences qu'on a au niveau des essais de l'IFV, on recommande de toujours intégrer des légumineuses au mélange pour avoir un mélange qui a un C/N plus équilibré. Et après, plus on va mettre de légumineuses dans le mélange, plus on va être vers un aspect apport d'azote à court terme, alors que plus on va mettre de crucifères et de graminées, on va plus être vers un aspect apport de carbone. Et donc là, c'est tout le ratio sera déterminé en fonction de l'objectif qu'on veut donner au couvert. En termes de résultats, voici quelques données qu'on a acquis lors d'essais en conditions de viticulture dans le sud-ouest de la France. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur des engrais verts qui étaient des associations légumineuses plus crucifères ou céréales. Et donc on voit que sur un ensemble de parcelles qu'on a suivies durant différentes années, on a pu établir la gamme de variations en fait, de la biomasse aérienne qu'on pouvait espérer d'un engrais vert. Donc en fait, on peut attendre d'un engrais vert d'abord environ 2 à 4 tonnes de matière sèche par hectare, donc par hectare en plein. Et cet engrais vert, lorsqu'il contient une légumineuse, il a un C/N qui est relativement faible en fait, parce que les légumineuses ont une teneur en azote qui est la plus élevée parmi toutes les familles de plantes. Donc l'intégration de légumineuses dans un couvert engrais vert permet de réduire son C/N. Et nous avons établi lors de nos essais qu'en fait un couvert qui a ces caractéristiques est susceptible d'apporter à la vigne l'année de sa destruction, dans les mois qui suivent sa destruction, environ 20 à 30 unités d'azote par hectare lorsqu'il est mis en œuvre un interrant sur 2. Donc, je vais vous expliquer très rapidement le détail du calcul, mais il faut savoir en fait que la biomasse aérienne des engrais verts, elle se développe très majoritairement au printemps. Donc, plus on attend avant de détruire, plus on décale la date de destruction, plus on va gagner en biomasse. Cependant, en fait, on ne va pas forcément gagner en restitution d'azote. Donc, lorsqu'on va avoir un objectif restitution d'azote, ça ne servira pas forcément d'attendre jusqu'à mi-mai pour avoir la meilleure restitution. On pourra détruire vers mi-avril, ça sera déjà intéressant. Par contre, si on a un objectif apport de carbone, là, on pourra laisser le couvert se développer un peu plus longtemps, on aura plus de biomasse, un peu plus signifiée, et ce sera plus intéressant vis-à-vis du carbone. Au niveau du calcul, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que l'objectif, c'est de laisser du temps pour les questions ensuite, mais il faut savoir qu'à partir d'une simple biomasse aérienne de votre couvert sur votre parcelle, il existe un outil qui a été développé par la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine et qui permet en fait d'estimer les restitutions potentielles en azote de ce couvert. Donc là, on voit que pour un couvert qui a été bien réussi avec 4 tonnes de matière sèche à l'hectare en plein, en fait, on a dans la plante entière 177 kg par hectare d'azote qui sont piégés. Et plus le C/N est bas de ce couvert, donc là on a un C/N de 14, plus l'azote qui est minéralisable à court terme est important. Donc là on va avoir 50% de l'azote qui est piégé dans la plante qui sera restitué à la vigne dans les mois qui suivent la destruction de l'engrais vert, ce qui entraîne une restitution potentielle d'azote à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de l'hectare, de 89 kg d'azote par hectare. Mais comme là, on avait un engrais vert qui était semé un interrant sur 2, soit sur un tiers de la parcelle, on peut espérer avoir 30 kg d'azote à l'hectare de vigne suite à la destruction de cet engrais vert. Et enfin, je termine sur une dernière diapositive avant de passer la parole à mon collègue Jean-Yves Cahurel. Donc, dans nos essais, dans le sud-ouest de la France,
On a suivi de nombreuses parcelles expérimentales, on a fait beaucoup de mesures, comme vous l'avez vu, sur les performances des couverts, mais on a systématiquement évalué l'incidence de différents modes de pilotage de l'engrais vert sur la productivité de la vigne. Donc là, je n'ai pas le temps en fait de vous présenter tous nos résultats d'essai, donc j'en ai fait une synthèse assez rapide. Mais voilà ce qui ressort, principalement, c'est que lorsqu'on met un engrais vert à base de légumineuses, ça c'est le point important. Donc on peut espérer avoir une restitution potentielle d'azote de l'ordre de 20 à 30 unités. Là, c'est plutôt basé sur une vigne, on va dire, une vigne large sur laquelle on aurait mis en place un engrais vert un interrant sur 2. Et cette restitution potentielle, elle intervient souvent plutôt en fin de cycle. Elle peut démarrer à la floraison, mais on a souvent des pics qui sont aux alentours de la véraison. Donc ça va impliquer sur la vigne peu d'incidence sur le rendement, mais une augmentation possible de la vigueur et une augmentation de la teneur en azote assimilable des mous qu'il faut prendre en compte par rapport à l'objectif de qualité du vin qu'on recherche. Voilà, donc j'ai terminé pour la partie de ma présentation qui me concerne. Je vais passer la parole à Jean-Yves Cahurel et je vous retrouverai pour les questions. Donc Jean-Yves, c'est à toi. Je te passe la parole. Merci Laure. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais faire un point sur le carbone. Alors quel est l'intérêt d'apporter du carbone dans le sol? Deux intérêts principaux. Le premier, c'est d'améliorer le taux de matière organique. Le carbone dans le sol étant principalement sous forme de matière organique, avec tous les effets que ça peut avoir sur les propriétés du sol, entre autres donc amélioration de la stabilité structurale, de la biologie du sol, de la capacité d'échange cationique. Je n'insiste pas, c'est quelque chose qui est relativement bien connu, on pourra éventuellement y revenir dans les questions. Un deuxième intérêt, c'est un intérêt qui est environnemental, qui lui est moins connu, ou en tout cas plus récent. C'est ce qu'on appelle le stockage, ou plus exactement la séquestration du carbone dans le sol. Alors, qu'est-ce que c'est que cet intérêt du carbone à ce niveau-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les sols de la planète, si on les prend tous, contiennent à peu près 3 fois plus de carbone que l'atmosphère terrestre. Ça en fait donc un puits important de carbone. Et un calcul a montré que si on augmentait de 4 pour 1000 le stock de carbone de ces sols annuellement, cela permettait de compenser les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine sur une année. Alors bien évidemment, c'est un calcul qui est très théorique puisqu'on ne va pas pouvoir jouer sur tous les sols de la planète. Donc ça vient bien en complément d'autres mesures pour lutter contre le changement climatique, notamment la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Ceci dit, ça a quand même un rôle qui peut être important sur cette influence sur le changement climatique, et notamment un rôle important pour l'agriculture et aussi pour la viticulture. Alors même si la viticulture, c'est à peu près 2-3% de la SAU en France, donc c'est très petit. Ceci dit, regardez à la parcelle, le potentiel est important puisque les sols viticoles sont pauvres en matière organique en général. Donc c'est un intérêt aussi qui n'est pas à négliger actuellement. Alors comment on fait pour savoir combien de carbone on peut attendre de ces engrais verts? Alors c'est difficile à voir au niveau expérimental parce que le carbone en fait évolue très très lentement dans le sol. Donc pour ça le mieux c'est d'utiliser des modèles. Donc je vous montre les résultats qu'on a obtenus dans le cadre d'un projet qui s'appelle OADMO. On a validé, paramétré un modèle qui s'appelle AMG qui est utilisé actuellement pour les grandes cultures, qu'on a paramétré et validé pour la vigne. Donc dans le cadre d'un projet qui est financé par le CASDAR en collaboration avec l'Agrotransfert et la Chambre du Vaucluse. Et vous voyez ici représenté les entrées de carbone humifié. Alors, qu'est-ce que c'est que le carbone humifié? Alors, vous savez que quand du carbone rentre dans le sol, donc notamment un engrais vert, vous détruisez votre engrais vert. Quand il est dans le sol, il va être décomposé par les organismes du sol. Donc, une partie va être minéralisée. Donc, le carbone va être transformé en gaz carbonique, va repartir dans l'atmosphère. Et une autre partie du carbone va rester relativement stable. C'est ce qu'on appelle le carbone humifié, qui va venir se complexer notamment à l'argile pour réaliser le complexe argilo-humique. Là, on a pris trois cas, vous voyez donc décrit en bas. D'une part, un témoin désherbé mécaniquement.
Une modalité engrais vert, un interrant sur 2, l'autre interrant étant désherbé mécaniquement également. Donc là, avec une production d'engrais vert qui est à peu près ce que vous a présenté Laure tout à l'heure, à peu près 4 tonnes de matière sèche par hectare. Et on vous a mis également en comparaison un apport d'amendement organique. Donc là, ici, un compost de déchets verts apporté à la dose de 10 tonnes hectare tous les 4 ans. Et donc, on vous a représenté le carbone humifié, mais par type d'entrée. Hein, donc, si on va de bas en haut, vous voyez, en marron et en vert foncé, c'est ce qu'apporte la vigne, donc soit par l'intermédiaire des bois de taille et des racines, en marron foncé, soit par l'intermédiaire des feuilles et des rognages en vert foncé. Donc, dans les 3 cas, c'est les mêmes quantités, puisque c'est ce qui est apporté par la vigne. Donc, en plus, sur la modalité, enfin, sur le cas engrais vert, un interrant sur 2, vous voyez apparaître une entrée en vert clair hein, qui correspond en fait à ce qui est marqué en herbement. En fait, c'est ce qui est restitué par l'engrais vert. Et ensuite, donc, sur la droite, hein, en gris, ce qui est restitué par l'amendement organique. Donc, vous voyez que ce qui est apporté, en fait, c'est pas tout à fait restitué d'ailleurs, c'est vraiment apporté hein, par l'engrais vert. Vous voyez que ça correspond à peu près à ce qui est apporté par les sarments et les racines de la vigne. On est à peu près dans les mêmes niveaux, à peu près 170 kg de carbone par hectare et par an. Alors, c'est 170 pour vous, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un apport d'amendement organique en comparaison. Et si on fait la comparaison par rapport à un amendement organique, on s'aperçoit que l'engrais vert correspond à peu près à 860 kg donc là, tu peux cliquer là, 860 kg de compost de déchets verts. C'est-à-dire que grâce à l'engrais vert, hein, c'est comme si vous apportiez un petit peu moins d'une tonne de compost de déchets verts par hectare et par an, donc ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, notamment sur le stockage du carbone, je vous invite à regarder la vidéo qui a été réalisée par l'IFV dans le cadre de ces minutes Vigne 20, où expliquer de plus en détail cette partie stockage du carbone. Vous pouvez le retrouver facilement sur Internet hein, en tapant minutes Vigne 20 et puis stocker du carbone dans les sols. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Yves et merci Laure pour votre présentation. Je voulais vous dire que les diapositives qui viennent de vous être présentées sont téléchargeables depuis la console via l'onglet Documents à distribuer. Alors n'hésitez pas à les télécharger, il suffit de cliquer. Et maintenant, j'accueille notre invité François d'Argelos. François, merci d'avoir accepté de venir partager avec nous votre expérience sur les engrais verts. J'accueille également ma consoeur Marion Baziro, journaliste pour Vitisphère en viticulture. C'est avec elle que vous allez nous expliquer comment vous travaillez vos vignes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour François. Bonjour, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Vous êtes notre grand témoin parce que vous avez une longue expérience des couverts végétaux. Ça fait 15 ans, je crois, que vous vous êtes lancé sur votre domaine. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ce qui vous a motivé à semer des engrais verts? Du coup, ce qui m'a motivé, c'était, je suis sur des limons sableux, du coup, avec une structure plutôt à tendance à se tasser, à se compacter, à se fermer, hydromorphe. Donc, j'avais l'impression d'aller dans un mur, que ça m'a mené nulle part, avec un taux de matière organique plutôt faible, de l'hydromorphie l'hiver. Voilà, au final, une résilience zéro. Donc, les engrais verts se sont vite imposés à moi pour sortir de cette impasse. D'accord. Et vous avez commencé avec quelles espèces? Alors, j'ai commencé de façon simple parce que l'objectif était de faire simple justement pour que ça soit réalisable. Donc, j'ai utilisé une graine, la févrole que je semais après les vendanges comme ce qu'a spécifié Laure. Un rang sur deux, voilà, semé, enfin, en tout cas, disposé à la volée et recouvert au rotavator pour le positionner au contact du sol. Voilà, c'est un système qui fonctionne bien, qui est simple et qui a de bons résultats. Ok, et ensuite, au fil des années, vous avez diversifié, c'est ça? Alors, au fil des années,
Après avoir travaillé plutôt sur ce côté fertilité, fertilisation du sol et ce côté azoté, très vite on est passé à 2 graines où on a utilisé une céréale et une légumineuse. Voilà, c'est deux plantes qui fonctionnent bien ensemble, en symbiose, et on travaillait sur un volant à la fois carboné et à la fois azoté, où l'idée, elle était de mélanger ces 2 graines avec une graine semée à la volée, la févrole, par exemple, et une avoine, un triticale ou un seigle semé après avoir recouvert la févrole. Donc, c'était un peu un rotavator combiné avec un semoir qui à la fois recouvrait et positionnait la petite graine. D'accord. Et ça a supposé que vous investissiez dans du matériel spécifique ou pas? Alors, l'idée, elle était encore de faire simple aussi et d'utiliser le matériel présent sur l'exploitation. Donc, on n'a pas investi au départ, on a fait avec les moyens du bord. Et après, maintenant, comme je suis sur des associations plutôt de 3 graines, du coup, j'ai des semoirs un peu plus spécifiques, hein. Pas de semoir de semis direct, mais voilà, quelque chose qui est quand même sur la base d'un léger travail du sol pour positionner la graine ou les graines. Voilà. Donc là, c'était le mélange de graines avec 80 kg de févrole et 60 kg d'avoine. Après les vendanges, toujours un rang sur 2. Et on couvre avec le rotavator et on positionne l'avoine dans le flux de terre qui est roulé après. Ok. Et vous avez fait des essais d'apport d'engrais verts sous le rang? Vous avez essayé de semer sous le rang ou pas? Oui, alors il y a une photo, je crois, juste après. On a fait des essais alors sur 2,5 hectares, donc ça c'est encore seigle févrole sur le rang. Sur le rang, on a fait des essais, oui, à base de trèfle. Je crois l'or, c'est la photo encore d'après. Voilà. Donc, on a fait des essais de couverture totale à base de trèfle, donc trèfle souterrain, trèfle de Micheli, trèfle de Perse, où l'idée, là, elle était de ne plus faire de désherbage, ni chimique, ni mécanique, et d'avoir une couverture totale voilà, pour carrément se passer du travail du sol et travailler qu'avec des couverts. Et on laisse faire le cycle à cette plante annuelle pour obtenir un paillage l'été et dès les premières pluies de septembre, un ressemis naturel des trèfles pour recommencer le cycle des annuels et ne pas avoir à ressemer et à travailler et à gérer le cavaillon et le salissement du cavaillon. Voilà. Et ça marche bien, le ressemis naturel? Le ressemis naturel, non, ça n'a pas marché, en tout cas pas chez moi. Je connais d'autres collègues chez qui le ressemis a marché et ça fait 2-3 ans qu'ils arrivent à avoir un ressemis. Il y a juste peut-être le salissement à gérer, à voir. Donc c'est assez, ça se développe. Voilà, on a un l'IFV, je sais qu'il cherche aussi, donc c'est assez récent comme pratique, hein. Voilà, donc on n'a pas trop de recul, mais c'est assez prometteur. Voilà. L'idée, c'est ça. Ok. Et si on repart dans l'interrang, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous détruisez vos couverts et avec par quelle méthode? Alors, la destruction des couverts, moi, j'ai choisi. Alors, au début, je faisais simplement avec un gyrobroyeur et l'idée, elle était de restituer de façon simple. C'était des févroles, donc c'est facile à détruire. Donc, on avait plutôt un côté fertilisation. Et après, on a travaillé sur le carbone et on voulait plutôt partir sur une céréale, 100% céréale, qui était fauchée avec une faucheuse frontale, comme on voit là sur la photo, avec un objectif de paillage et de protection du sol sur la période estivale et une restitution lente. Donc, on travaillait plutôt sur la fertilité que sur la fertilisation du sol, où là, je cherche du paillage et de la protection et que ça soit quelque chose qui dure dans le temps. Donc, il n'y a que la céréale qui est capable de me fournir ce service, en fait. Ok. Et alors, en 15 ans de pratique, est-ce que vous avez un recul? Est-ce que vous savez comment ont évolué les indicateurs de vos sols? Alors, en 15 ans de pratique, alors je suis parti comme j'ai précisé au début, de 0,8
0,8% de MO sur certaines parcelles. Et maintenant, je suis à 2,2, 2,5. Donc, c'est quand même pas mal monté. Ma structure s'est quand même un peu améliorée, j'ai moins de flaques d'eau, j'ai une portance qui s'est améliorée, voilà, j'ai une activité biologique qui a changé aussi. Donc les sols ont pas mal changé de façon positive, on va dire. Les résultats qu'a présenté Laure sur l'azote assimilable dans les mous, donc je l'avais fait aussi avec l'INV sur 3 ans avec de la févrole. Donc on avait à peu près plus 15% d'azote assimilable sur les mous grâce à la févrole 1 sur 2. Voilà, et on a, oui, je confirme, on a entre 15 et 30 unités d'azote distribuées. Donc, j'ai baissé mes intrants aussi azotés pour les mêmes seuils de rendement. Ok. Et avec du recul, alors, s'il y avait 2 ou 3 conseils à donner à un viticulteur qui veut se lancer mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre, ce seraient lesquels? Alors, s'il y avait 2, 3 conseils, donc c'est ce qu'on met en résumé, l'idée c'est de vraiment de couvrir et de protéger. Au départ, ça serait de restituer, donc de plutôt potentialiser son sol, ramener des éléments, ramener de la vie, ramener de l'azote pour qu'il pousse, qu'il soit plus poussant en fait. Après, il y a quand même une règle forte, c'est semer le plus tôt possible parce que plus je sème tôt, plus j'aurai de biomasse à la sortie au printemps. Faire le plus simplement possible, parce que si c'est trop compliqué, on ne le fait pas. Donc, il faut que ça soit simple. Semer dense par rapport à la dose. Du coup, en général, on sème presque 30% de plus que ce qui est préconisé sur les doses. Si on prend la dose en plein, ramenée à la surface, on rajoute encore 30%. Semer dense par rapport à la surface. Donc, si c'était à refaire, si je revenais en marche arrière il y a 15 ans, je pense que je sèmerais tous mes rangs plutôt que 1 sur 2 pour aller encore plus vite, en tout cas en gain. Et aussi, répéter, on est sur une culture pérenne, donc l'idée, elle reste de recommencer et de recommencer pour retrouver un potentiel et en tout cas observer un changement. Et il faut répéter parce que c'est quand même une petite surface au final semée et c'est quand même important de répéter pour avoir de la résilience et que l'on voit quelque chose en fait. Et si on fait simple, on peut très bien par contre le faire sur toute son exploitation tout de suite. Ah oui, alors plus ça va être simple, plus vous allez pouvoir vous autoriser à l'appliquer sur une grande surface. Voilà. Ouais, Et c'est ça, il faut pas en avoir peur. surtout sans avoir peur, surtout comme précisait Laure, c'est une culture que l'on fait quand ça gêne pas la vigne. Du coup, on la fait vraiment l'hiver et sortie d'hiver tout début printemps et où on va vraiment avoir un service rendu sur une période où on n'a pas d'impact sur la vigne. Ok. Et je repense à ce que nous présentait Jean-Yves tout à l'heure. On n'en a pas parlé, mais est-ce que quand vous vous êtes lancé dans les couverts végétaux, il y avait aussi une recherche de stockage du carbone dans vos sols? Est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ça? Alors, non, quand je m'y suis lancé, c'était pas sur le carbone, mais très vite, en faisant des formations ou en assistant à des formations, en tout cas dans l'échange, on s'est aperçu que le carbone, c'était la nourriture de l'activité biologique, c'était le taux de matière organique qui augmente, c'était stocker plus d'eau. Voilà, donc ça s'est vite imposé de stocker du carbone et ça a été vraiment la clé. Et maintenant, la clé suivante après ça, c'est l'activité biologique et la vie biologique. Du coup, on passe sur la fertilisation, la fertilité avec le carbone et l'activité biologique pour faire tourner tout le système en fait. Voilà le chemin à peu près réfléchi. Ok. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, je remets ma caméra et le temps est venu pour vos questions. Alors, il y a beaucoup de questions. Nous allons malheureusement pas pouvoir les prendre toutes. Monsieur Dargelos, vous avez beaucoup de questions en particulier. Je commence donc par vous puisque vous êtes à l'écran. Et la première question, c'est quel type d'outil avez-vous utilisé pour implanter le trèfle sous le rang?
Le type d'outil, c'était une herse rotative avec un semoir APV, donc avec une soufflerie qui disposait les graines de chaque côté de la herse rotative. Alors je pourrais mettre une photo, mais j'en ai pas là, dispo de direct. Mais voilà, avec sur un sol pas forcément travaillé, mais gratouillé, on va dire, avec type RC-tri, une dent souple pour un peu foisonner le dessous du rang et positionner les petites graines. Voilà. Après, il faut viser le lendemain qu'il pleuve. Voilà, il faut se mettre dans les meilleures conditions assez tôt aussi en saison pour pouvoir réussir ces semis-là. Est-ce que vous pouvez préciser le calendrier de culture de ces couverts sous le rang? Couvert sous le rang, ça serait un semis en septembre. Du coup, je laisse faire le cycle de la plante. Je n'y touche pas. Il faut absolument ne pas y toucher pour qu'il fasse ses graines. Au mois de juin, il a fait ses graines. Il a fini son cycle. C'est une plante annuelle. Il dépose les graines au sol. Et l'été, la période estivale, j'ai un paillage. Et en septembre, le ressemis doit être naturel. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait améliorer, c'est peut-être remettre les graines en contact avec le sol en septembre. Il y aurait peut-être avoir une pratique culturale pour essayer d'améliorer le ressemis. En fait. Ça serait ça à peu près le calendrier. Donc, il n'y a pas de travaux particuliers là-dessus. Et d'une manière générale, est-ce que vous avez constaté un changement au niveau de la fertilisation? Est-ce que vos apports sont les mêmes? Oui, alors en Gascogne, on cherche à faire plutôt une centaine d'hectos à l'hectare. Donc, on était sur une 60 unités d'azote. Là, je suis plutôt pour les mêmes rendements, plutôt à 30 unités d'azote. Donc, oui, les intrants ont baissé. La potasse est remontée sans en amener. Donc, il y a vraiment des services, comme a présenté Laure, il y a vraiment des services qui se mettent en place par les couverts végétaux et que l'on ne se rend pas compte en le faisant 2 ans, mais au bout d'une dizaine d'années, il y a plein de choses qui se sont mises en place qui font que les pratiques changent et évoluent et il faut suivre par des analyses pour arriver à comprendre ce qui se passe en fait. Une précision sur les doses apportées que vous avez annoncées au début de la présentation. Est-ce que ce sont les quantités réellement Oui, alors je ne sais pas si vous m'entendez, ça a une petite coupure. Oui. Les doses apportées, c'était les doses réelles apportées à l'hectare. Du coup, on va dire si une féverolle, elle se sème à 180 kg à l'hectare en plein, je sème 40% de ma surface et je réduis, du coup, je fais le ratio 180 sur 40% de ma surface et je rajoute 20 à 30%. Donc, ça fait souvent des doses un petit peu élevées. Donc là, oui, c'était bien 80 kg de féverole sur 40% de ma surface, plus 60 kg d'avoine, 8 et 6, 14, ça fait bien 140 kg sur 40% de ma surface. Donc, c'est vraiment un facteur de réussite de surdoser au départ. Une question générale que de nombreux viticulteurs doivent se poser, est-ce qu'il n'y a pas un risque en hiver d'augmenter l'humidité et donc les maladies avec les engrais verts? Quelle maladie vous augmentez l'hiver? Je ne sais pas. Non, au contraire. Au printemps ensuite. Ouais, non, au contraire, l'hiver, moi, je gère les excès d'eau. Oui. J'ai plutôt des excès d'eau l'hiver. Je suis plutôt des sols qui deviennent drainants. Et je ne me retrouve pas avec forcément plus de maladies. Non, je ne vois pas. Je n'ai pas ce problème-là. En tout cas, à mon échelle, je n'ai pas vu de changement par rapport à ça. Pour compléter cette question, il y avait aussi une question sur la relation entre les gelées et la hauteur de l'herbe. C'est une question qui était plutôt posée à Laure. Laure, vous êtes là? Est-ce que vous, peut-être, vous pouvez d'ores et déjà y répondre d'ailleurs, Monsieur Dervos. Ouais, moi, au début, je m'étais fixé une règle. Laure l'a peut-être un peu soulevé aussi. Au début, moi, au 20 mars, entre le 20 mars et le 20 avril, mes couverts, ils étaient détruits. Parce que je suis viticulteur et je veux ramasser des raisins et je ne prends pas de risque par rapport à la gelée. Voilà, les couverts, ils ont fait leur boulot, ils ont travaillé toute la période hivernale et début de printemps et après, c'est place à la vigne. Donc, je ne prends pas de risque là-dessus. Alors, il y a toute
plein de choses qui sortent sur le gel et les couverts, les hauteurs des couverts par rapport aux baguettes, etc. Et on n'a pas fini en fait de savoir. Mais l'IFV a du recul sur Gaillac avec les gelées de 2017 sur la hauteur des couverts. Oui, bah pour compléter la réponse de François, les préconisations qu'on fait, nous, elles vont à peu près dans le même sens. C'est-à-dire que en général, vers mi-avril, un couvert, il est suffisamment développé et on peut le détruire. Il a joué son rôle, en fait. Donc, par principe de précaution, on dit qu'il vaut mieux pas forcément tenter le diable et le détruire. Les mesures à faire sur le gel, elles sont très compliquées parce qu'en fait, c'est une augmentation plus, c'est un lien avec l'humidité. Et donc, il faut des capteurs très précis pour le mesurer. Donc, là, une relation linéaire entre la hauteur du couvert et le risque de gel, on l'a pas aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a la hauteur du couvert et aussi sa distance par rapport au bourgeon de manière latérale. Donc, c'est-à-dire s'il est semé plus ou moins près du rang qui rentre en compte. Et après, il y a aussi le lien avec le stade phénologique de la vigne au moment où les gelées interviennent. Donc, c'est une relation qui est assez complexe et pour résumer, je dirais que par principe de précaution, le couvert, il peut avoir joué son rôle avant que les gelées n'arrivent. Donc, je pense qu'il faut le détruire avant le risque de gel. Sachant que plus on laisse un couvert tard en saison, après on peut avoir d'autres problématiques comme il peut impacter, en fait, il peut puiser dans la réserve utile de la parcelle. Et au moment où il est présent, on ne se rend pas compte que ça peut être problématique. Mais si on enchaîne après vers une période estivale plus sèche, 15 jours d'écart pour une date de destruction de couvert, ça peut avoir un impact après en juillet-août sur l'apparition de la contrainte hydrique en fait. Donc pour ces raisons-là, on préconise de ne pas forcément laisser le couvert trop tard en saison. Merci Laure. Alors, on a d'autres questions sur les services rendus par les engrais verts et notamment les services nutritionnels. Alors, la première question concerne l'azote. Pour obtenir des références d'apport de 20 à 30 unités d'azote, combien de pourcentage de légumineuses faut-il mettre dans les mélanges? Alors les mélanges qu'on a testés, nous, ils comprenaient, on va dire, entre 60 et 70% de légumineuses au semis, en fait, enfin, dans la composition du mélange au moment où on le semait. Mais après, entre ce qu'on sème et ce qu'il lève, il y a une variabilité, et même une variabilité, un même mélange semé d'une année sur l'autre peut avoir une grande variabilité, en fait. C'est-à-dire que pour un mélange, par exemple, avec 30% de graminées, 70% de vesse, il y a eu des années où on respectait la proportion au départ. Il y a eu d'autres années où la vesse avait pris le dessus et on avait 80-90% de légumineuses au final. Mais voilà, pour répondre à votre question, au départ, c'est plutôt des mélanges avec 60-70% de légumineuses dans le mélange de départ au semis. Et pour ce mélange, est-ce que vous êtes allé jusqu'à mesurer le gain d'azote assimilable dans les baies des raisins donc cultivés avec ce couvert expérimental? En fait, on mesure tout le temps le gain d'azote assimilable dans les baies sur l'ensemble de nos essais avec des mélanges. Alors, les mélanges, ils peuvent changer en termes de composition spécifique, mais dans la plupart de nos essais, on a toujours fait cette proportion-là, en fait. On va dire 70-30 ou 60-40 avec une majorité de légumineuses. Et on voit des gains en azote assimilable des mous qui sont généralement de l'ordre de ce que annonçait François, entre 10 et 20% de gains d'azote. Mais il faut faire attention à ce qu'on prend comme référence, en fait. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que dans certains cas, nous, on a étudié des parcelles sur lesquelles l'engrais vert venait à la place d'un sol nu, c'est-à-dire ou d'un enherbement spontané hivernal qu'on détruisait. Et à la place de cette pratique-là, on a mis un engrais vert. Par contre, on a des parcelles d'essai où on mettait en place un engrais vert à la place d'un enherbement un peu plus implanté, d'un enherbement semi-permanent, par exemple, où là, le fait de passer d'un enherbement semi-permanent à un engrais vert, on voyait des gains qui pouvaient aller jusqu'à 60% de teneur en azote assimilable dans les mous. C'est impressionnant. Vous aussi, Monsieur Dargelos, vous avez pu voir ces augmentations de teneur en azote assimilable ou... Oui, dans mon cas, là, on avait comparé des modalités entre céréales, légumineuses, et on avait comparé aussi différentes légumineuses. Du coup,
c'était trèfle incarnat, je crois, et févrole qui avaient l'impact le plus important. Du coup, c'était une quinzaine de pourcents, entre 11 et 15%, on avait, je crois, précisément, sur les azotes assimilables. Par rapport à des témoins où il n'y avait pas d'engrais verts. Après, je reprends ce que dit Laure, hein, moi je suis sur des limons sableux, donc c'est des sols qui sont plutôt poussants, nerveux et qui produisent des biomasses importantes. Après, à la limite, c'est important de le savoir, mais il y a tellement de services rendus par les couverts végétaux que c'est un des services. Hein, et oui, on peut travailler sur l'azote un petit peu, mais il y a aussi la structure, il y a aussi la vie biologique. Il y a tellement de services que c'est intéressant d'activer tous les leviers. Dans tous les cas, ça sera positif. Ouais, par rapport à ces aspects sur la teneur en azote, DB, c'est aussi, je l'ai indiqué moi pour rappeler qu'en fait c'est une pratique qui a de multiples impacts et dont des impacts sur le produit fini. Ça peut être quelque chose qu'on recherche ou quelque chose qu'on veut pas, d'avoir une teneur en azote assimilable DB qui augmente en fait. Et on peut plus ou moins piloter ça via les leviers d'action que je citais. Mais c'est surtout pour dire qu'il faut prendre en compte cet effet des engrais verts sur le produit fini en fait quand on les pilote. Il y avait une question aussi sur la potasse. Est-ce que vous avez des données sur l'apport des engrais verts en potasse? Alors, on n'a pas spécifiquement mesuré ça en fait. Donc là, j'ai pas de données chiffrées. Peut-être Jean-Yves, mais de mon côté, j'en ai pas en fait. Voilà. Non, j'ai pas de données. D'accord. Il y avait des questions. Oui, vous avez. Ouais, Oui. j'aurais pas une donnée précise ou scientifique, mais en tout cas, ce que l'on constate et ce que je constate chez moi, dans mon cas, c'est que mes taux de potasse, c'est vraiment remonté sans augmenter les apports. Donc, ce qui se passe en grande culture, et s'il faut s'en inspirer, c'est qu'ils voient qu'il y a des remontées. Voilà, le système racinaire des engrais verts, il remonte les éléments que peut-être on a lessivés à un moment donné et il les ramène en surface. Donc ça c'est quasiment acquis sur les grandes cultures. En mine, c'est peut-être un petit peu ce qui se passe aussi. Voilà, c'est encore un des services de piéger des éléments l'hiver qui sont peut-être perdus et que les couverts nous ramènent par leur système racinaire et la restitution que l'on fait en surface. Bon, voilà, après, ça paraît assez logique. Ensuite, est-ce que vous sauriez préciser quelle est la quantité d'azote par hectare et par an apportée par les feuilles de vigne? Ça, c'est pour Jean-Yves, ça. Ouais. Je pense qu'il. Oui. Non. Ouais, après, ça dépend beaucoup de la vigueur de la vigne, bien évidemment, mais en général, on donne un ordre de grandeur autour de 30 kg d'azote par hectare et par an, à peu près. Là, c'est la restitution des feuilles. Donc, je voulais juste corriger par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je me suis repris. Le carbone, c'est pas une restitution, c'est-à-dire qu'il est puisé dans l'air et après, il est injecté dans le sol. Là, l'azote, par contre, c'est bien une restitution. C'est-à-dire que c'est de l'azote qui a été puisé par la vigne dans le sol, et qui, dans les feuilletons, elle le redonne au sol. Voilà, je vais être clair là-dessus. D'accord, merci. Ensuite, on avait des questions autour du choix des espèces. La première, c'était les crucifères. Est-ce que leur système racinaire est capable de passer la semelle de labour? Moi, je veux bien répondre sur ça. C'est un exemple qu'on donne souvent en formation, quand je fais des formations avec des viticulteurs. C'est si vous semez un radis chinois qui est soi-disant un perforateur de sol, si vous le semez sur une route, il ne va pas perforer la route. Donc, s'il y a une semelle, il y a une semelle. Du coup, soit vous avez semé la graine au bon moment pour arriver à traverser la semelle, mais c'est quand même assez rare. Soit il va falloir voilà, physiquement casser cette semelle et après y mettre une racine pour empêcher qu'elle se refasse ou la maintenir ouverte et maintenir cette porosité. Voilà. Donc, toutes les plantes sont capables d'entretenir la porosité ou la verticalité à condition qu'il n'y ait pas de semelle. Ouais, si on a une compaction trop importante, les pivots vont fourcher en fait. Les radis, par exemple, le radis, il va pousser à l'extérieur au lieu de pousser en descendant. Quoi. Voilà. Bon, comme toutes les plantes au final, hein. En grande culture, c'est la même chose. Hein. Et concernant les graminées, est-ce qu'elles ont une action sur la solubilisation du fer dans les sols très basique? Bien, c'est une question à laquelle
à laquelle vous allez vous pencher un peu plus tard et peut-être que vous pourrez apporter la réponse par écrit à Olivier Ferraud. Je vais prendre une dernière question qui m'a un peu amusée concernant la destruction des couverts végétaux. Est-ce qu'on peut envisager d'avoir recours au pâturage, tout simplement? Est-ce que vous avez eu vent d'essais comme ça? Est-ce que vous connaissez des vignerons qui pratiquent le pâturage? Oui, moi j'ai un voisin qui fait du pâturage tournant dynamique avec une race de moutons où il les fait passer précocement pour manger les graminées, voilà, et du coup c'est les légumineuses qui prennent le dessus. Donc oui, j'ai des collègues, il s'appelle Jean-François Agut, voilà, il utilise des moutons pour gérer les couverts végétaux qui sèment, hein. Du coup il a les mêmes pratiques que moi, sauf qu'il les détruit avec les moutons. Ou il les gère. Alors, Bah, on a un peu les mêmes exemples, mais après, je sais qu'il y a aussi, dans le voisinage aussi, il y a le pâturage qui est mis en œuvre pour les couverts permanents aussi, en fait, pas que pour les engrais verts. Ça peut. Notamment Hélène Archidec, la domaine de Harebou, c'est ça. bien, merci à tous les quatre. Les bonnes choses ont une fin et le moment est venu de nous séparer. Merci à vous pour toutes vos questions et merci à nos intervenants pour la qualité des informations qu'ils ont partagées avec nous. J'espère que ce webinaire aura enrichi vos connaissances sur les engrais verts. La présentation est toujours accessible et vous pouvez toujours la télécharger en un seul clic. Ce webinaire sera bien sûr disponible en replay sur Vitisphère. Vous pourrez ainsi le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux et vous recevrez dès demain un lien pour le visionner à nouveau et l'envoyer peut-être à vos amis ou à votre entourage. En quittant ce webinaire, un petit questionnaire va vous être proposé. S'il vous plaît, prenez quelques minutes pour le remplir. Je sais que c'est un exercice un peu fastidieux, mais il est très important pour nous améliorer et surtout pour vous proposer des contenus utiles. Bref, vous y gagnez. On se retrouve le 8 mars prochain pour un webinaire sur les modèles de prévision de maladies. J'espère vous y retrouver nombreux. Voilà, c'est le moment de nous séparer. Encore merci à vous tous et une nouvelle fois, très bonne année 2021.